bienvenue. Merci, Marc Tougan, et salut à tous. Merci d'avoir accepté d'être le troisième invité Au plaisir. de cette nouvelle série. Comme je l'ai expliqué dans les autres émissions, l'idée, c'est d'apprendre à connaître les différentes personnalités de la Première Ligue de soccer du Québec. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec Gabard aujourd'hui. Donc, c'est pas très technique. Ça va mieux maintenant? OK, on va laisser ça comme. Désolé pour les petits pépins techniques, c'est les joies du direct. Donc, Gabard, tu es avec Lakeshore, c'est ta deuxième saison avec Lakeshore cette année. Parle-moi un petit peu du travail comme gardien. En tant que gardien, la défensive, c'est important. L'entraîneur-chef de Lakeshore, c'est Bill Sedgwick, un ancien joueur professionnel qui a joué comme défenseur pour l'Impact, les Rhinos de Rochester. Mais explique-moi comment Bill, de façon générale, a construit l'équipe depuis 1 an et demi maintenant et la défensive en particulier. En fait, à date, je n'ai absolument rien à complaindre par rapport au travail de notre entraîneur-chef, Bill Sedgwick. Je crois que c'est une équipe quasiment qui est partie de zéro parce que quelques années de ça, Lakeshore n'avait pas d'équipe en Premier League. Et aujourd'hui, on présente vraiment l'une des meilleures formations de la Ligue. Et tout ça est parti vraiment du travail qui a été réalisé par l'équipe technique de Lakeshore, à savoir Bill Sedgwick, dans l'organisation. De ça, sans y être défensif, comme certains joueurs qui j'ai joué avant, comme Salvoné, Guillaume, Auchon, aujourd'hui qui n'est plus là, aussi certains autres. Donc, étant donné que c'est des habitués de la Ligue, donc on arrive quand même à constituer comme une grande équipe. Et c'est ça ce qui fait la différence, qu'on arrive quand même à occuper quand même une bonne espace, disons, dans la Ligue en tant que telle. Et voilà. Et Bill, étant donné qu'il a une longue expérience comme joueur professionnel, ça donne quoi comme entraîneur maintenant? Est-ce qu'il est très exigeant? Est-ce qu'il demande, de quelle manière, qu'est-ce qu'il demande des joueurs? En ce qui a trait à sa caractère de combattant, en dehors du terrain comme sur le terrain, c'est quelqu'un vraiment très rigoureux en termes d'exigence. C'est ce qu'il demande sur le terrain et sa stratégie aussi qu'elle utilise, quel que soit au niveau défensif, parce que son objectif a toujours été, on n'encaisse pas beaucoup, puis si on marque un but, admettons, il faut le gagner. Et c'est ce qui arrive, et c'est ce qu'elle a mis en place, et c'est ce qu'il a inculqué aussi dans la tête de chacun de nous pour avoir quand même l'esprit de vaincre quels que soient les adversaires qui se présentent devant nous. Et son travail, à date, je n'ai absolument rien à reprocher. Il a parti quand même une équipe à zéro. L'année dernière, on a gagné quasiment la coupe et on a passé à quelques millimètres de gagner aussi le championnat. Donc, ce qui veut dire que le travail de l'entraîneur, ça se justifie déjà. Donc, encore une fois, il n'est pas à caractère, qu'est-ce qu'il demande à l'entraînement. Donc, et qu'on applique et ça lui donne des résultats. Puis comment s'est passé le mariage entre tout était un joueur établi dans la Ligue, dans la PLSQ, il y avait Cédric Carrier, Dex Kaniki. Puis comment le mariage avec ces joueurs-là s'est fait avec les joueurs qui sont montés des rangs juvéniles de Lakeshore? Bon, disons, comme je viens de le dire tantôt, on a quand même pas mal de joueurs qui ont pas mal d'expérience. Comme tu viens de citer, Cédric Carrier, c'est Dex Kaniki, qui ont fait déjà leur preuve dans la Ligue. Et le mariage entre les jeunes, les nouveaux arrivés dans notre équipe, ça a été quand même super bien et on épaule chacun. Donc, comme je vous l'ai dit, vraiment, c'est une équipe. C'est pas juste un groupe de joueurs, mais plutôt, et aujourd'hui, après 1 an quasiment, on est devenu, dès la première année, on était déjà une équipe et aujourd'hui encore plus soudés. L'exemple est clair. Cette année, disons, on n'a pas changé vraiment. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Sinon, on a gagné. L'entraîneur a décidé de garder quasiment 90% de son équipe de l'année dernière. Donc, ce qui veut dire que ça peut vous donner quand même une idée de combien que l'équipe est soudée. Donc, on n'est vraiment pas un groupe de joueurs, mais plutôt on est une équipe. Donc, on supporte l'un l'autre sur le terrain comme en dehors du terrain. Et c'est ce qui nous fait aujourd'hui l'une des meilleures équipes de la Ligue.
quand on parle de toi comme un joueur qui a du vécu, l'évidence même est là quand on voit que tu as disputé une quarantaine de matchs avec la sélection nationale d'Haïti. Parle-moi de ça, là, parle-moi de tes meilleurs moments, ton meilleur match ou le moment le plus marquant pour toi personnellement. En fait, j'ai tellement de beaux souvenirs avec l'équipe nationale d'Haïti. Si jamais je peux, je compte, je peux en parler quand même des heures et des heures. Les bons moments passés, les beaux matchs que j'ai disputés et autres. Mais si jamais on veut être un peu plus spécifique, moi, je crois que en 2007, janvier 2016, je crois, on a gagné la Coupe de la Caraïbe des Nations. Donc, ça a été le plus grand exploit, du moins, c'est le plus grand, je dirais, accomplissement en équipe nationale que je fais. C'est vrai que je fais quand même des autres matchs quand même assez importants comme notamment Haïti-Brésil, la Gold Cup de 2007. C'est des événements assez huge, mais pour être plus spécifique, quand on a gagné la Coupe, la Caraïbe des Nations, ça a été quand même un des plus grands exploits que j'ai réalisé contre Trinidad. On a battu 2-1, donc un championnat qu'on n'a pas gagné. Haïti n'a pas gagné, ça fait environ une quarantaine d'années, donc on a eu quand même à ramener ça en Haïti. Donc ça a été huge en termes de réalisation. C'est quoi la réaction des gens à ce moment-là quand vous retournez en Haïti? Ça a été quand même extraordinaire en termes en termes d'accueil, en termes je sais pas quoi. En entrant en Haïti, tout le monde était dans la rue. Il n'y avait pas bon, le peuple fêtait en tant que tel. Il n'y avait pas de classe quasiment pas de travail pour 3 jours quasiment. Ah oui, ça a été, justement, donc c'était quand même extraordinaire. Et depuis l'aéroport, toutes les rues ont été bloquées. Il n'y a pas de voitures qui circulent. C'est juste les gens avec leur chandail, leur drapeau Haïti en main pour nous accueillir à l'aéroport jusqu'au Palais national. Même la fédération ne nous a pas accueillis à ce moment-là. C'est le Palais national directement qui nous a accueillis. Donc, ça a été quand même, pour chacun des Haïtiens, vraiment un moment inoubliable. Et pour nous autres aussi, en tant que joueurs, en tant qu'acteurs qui étaient sur le terrain. Et aujourd'hui, on en parle encore dans les médias. Quiconque a déjà assisté à un match à Montréal avec des équipes, des sélections haïtiennes, là, on sait que les Haïtiens adorent leur football. Puis, explique-moi quelque chose, parce que j'ai remarqué justement quand j'ai vu à travers les années des matchs où il y avait des sélections haïtiennes qui venaient jouer contre des sélections des Haïtiens montréalais. Pendant les matchs, les gens sont très joyeux, c'est très festif dans les gradins, mais on dirait que les gens applaudissent plus un petit exploit technique au milieu du terrain, un dribble ou des choses comme ça, qu'un but. Presque. Est-ce que tu as constaté la même chose? Puis si oui, explique-moi comment ça se... Bon. Parce qu'on dit souvent que Haïti, c'est le Brésil des Caraïbes. On aime le beau football. Le beau jeu, oui, justement. Et c'est vrai, quand chez chacun des Haïtiens, l'équipe nationale, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez? Surtout s'ils ont quand même un joueur favori, comme je sais pas quoi, qui font du bon jeu, comme je me rappelle dans le temps, on avait Jean-Sonny Alcena qui fait du beau jeu. Aujourd'hui, on a Donald Guerrier qui fait quand même du beau jeu. On a quand même une multitude de joueurs, de bons joueurs qui ont laissé Haïti, qui jouent quand même dans des championnats assez importants aujourd'hui. À chaque fois que l'équipe nationale d'Haïti se tient sur le terrain, donc c'est pour chaque Haïtien vraiment c'est exceptionnel. Donc c'est l'une des raisons qu'ils encouragent aussi de beaux jeux, comme les buts qui sont marqués. Moi, je dirais que chez un Haïtien, vraiment, c'est tout à fait naturel. Comme tu as remarqué, dans le dernier match que mon équipe Saint-Léonard, à l'époque, que je jouais avec, on a eu la chance de jouer. Et les Haïtiens, ils sont tellement fanatiques dans ce sens, ils sont prêts, quelle que soit la femme ou garçon. On n'a pas d'exception, c'est une femme ou un homme, pour se réagir s'ils ne sont pas vraiment bien par rapport à une décision arbitrale ou quoi que ce soit. Donc, tel a été le cas
le dernier match qu'on a joué contre Haïti, malheureusement, on a perdu 2-1. On aurait peut-être fini 1-1, mais à la dernière minute qu'on a encaissé. Si tu te rappelles bien qu'il y a une dame qui est montée sur le terrain avec... donc, c'était quand même... Ça, c'est pour te montrer combien on est fanatisme de ce sport-là. Donc, quand tu parles du soccer en Haïti, pour un Haïtien, bon, voir l'équipe nationale, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Justement, on a parlé tantôt avant que l'émission commence de la sélection de 1974 haïtienne qui a participé à la Coupe du Monde. Donc, le Haïti peut clamer être aussi bon que le Canada parce qu'ils ont participé à une phase finale de la Coupe du Monde. Puis, ils ont été fêtés ici à Montréal. Patrice Bernier était là. Il avait parlé de à quel point que ça représentait une fierté pour lui parce qu'il avait entendu les histoires de son père. Lui, tu n'as pas vu jouer cette équipe-là, ni Patrice, mais il l'a entendu de son père. Ça prouve encore à quel point c'est une inspiration pour les générations qui ont suivi. Puis, est-ce que toi, tu as constaté la même chose faisant partie de la sélection haïtienne? Quel effet ça a chez les jeunes qui te voient, qui te rencontrent? Bon, Marc, je dois vous avouer qu'aujourd'hui, on en parle encore dans les médias et même des chansons qui ont été faites dans le passé pour cette génération-là. Aujourd'hui, on continue encore à les honorer. Et c'est bien malheureusement, je n'ai pas eu la chance vraiment de briguer, ou du moins d'amener Haïti à cet événement-là. Et je crois que c'est un événement qui fait de l'exception dans toutes les communautés, ou du moins dans tout le peuple. Être participant dans une Coupe du Monde, imaginez-vous que si vous faites partie de l'acteur qui a contribué à amener quand même ton pays. Donc, c'est bien malheureux. Après 2 essais, bon, je ne sais pas éventuellement s'il n'y en aura pas un troisième parce qu'actuellement là, Haïti joue la classification de la Coupe du Monde pour là aussi 2018. Est-ce que j'aurai encore la chance d'apporter mon support? Ben, ça, je ne sais pas. La Fédération haïtienne seulement qui sait. C'est vrai qu'avec des larges, c'est encore moins susceptible parce que surtout, il y a quand même des joueurs qui ont quand même une visibilité plus élargie que moi par rapport. Mais quand même, j'ai quand même joué un bon niveau encore et avec l'expérience aussi, je pense que je peux apporter quand même le plus que je peux. Mais bon, c'est pas le cas, on met ça de côté en attendant. Et avoir quand même la chance de représenter ton pays en Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, malheureusement, je n'ai pas eu encore la chance. Après 2 essais, que ça n'a pas marché, j'espère que les générations actuelles d'Haïti auront la possibilité encore de faire flotter le drapeau haïtien sur le plan international, notamment dans la Coupe du Monde. Donc, on a encore de l'espoir. Si tu as remarqué récemment, on a eu la chance de côtoyer quand même les grands pays du football dans la Coupe américaine. Mm-hmm. C'est vrai que ça fait une toute différence au niveau des résultats. C'est tout à fait normal parce que dans le soccer, il n'y a pas de miracle. Vous voyez, donc le travail, ça commence quand même d'une part pour aller d'autre part. Donc, et on ne peut pas directement commencer le milieu. Mais je pense que, et je crois encore que éventuellement, les autres générations d'aujourd'hui auront quand même la chance d'amener. C'est ce que moi, je n'ai pas eu la chance de faire. Et eux, ils auront la chance d'amener Haïti éventuellement à une nouvelle Coupe du Monde un peu plus tard. Parle-moi un petit peu de... Tu as grandi à Haïti, donc ton développement en foot, c'est à Haïti que ça s'est fait. À quoi ça ressemble un jeune? Comment qu'on devient un joueur qui va jouer senior, professionnel et ensuite même au niveau de la sélection nationale? En fait, Marc, mon histoire est bon, comme vous savez que chacun de nous, dans un milieu ou un autre, on a quand même une histoire différente. De ce fait, moi, j'ai commencé très, très jeune dans ma localité, l'île de la Tortue. Jusqu'à l'âge de 13-14 ans, mes parents se sont déménagés pour aller à la ville de Port-de-Paix, auquel j'ai continué mes études secondaires. Et de là aussi, je continue toujours à pratiquer le soccer. C'est à partir de là que j'ai été sélectionné en équipe régionale pour un programme qu'on baptisait du ministère du Sport, Opération 2006. Et c'est à partir de là, moi, je me suis sorti. Okay. Mais est-ce que c'est très structuré ou on joue dans la rue? Ou Non. En fait,
il y a quand même des écoles de football un peu partout OK. en Haïti. C'est tout simplement, on n'a pas la structure que l'on a ici au Québec. Donc, si tu regardes ici au Québec, on a quand même pas mal de catégories comme disons le niveau amateur complètement, débutant. On a A, double A, triple A. Et aussi, bon, aujourd'hui, on a quand même une ligue quand même très importante ici au Québec, qui est la Première Ligue. Et c'est aussi un aspirateur pour ceux qui sont plus jeunes, qui aimeraient un peu plus tard être au plus haut niveau ici au Québec. Éventuellement, ceux qui n'ont pas la chance de briller chez l'Impact, les vrais pros, mais aujourd'hui, qui sont quand même une ligue à... Bon, pour retourner encore à ta question, c'est que on a quand même pas mal des écoles de football et aujourd'hui, on a eu la chance encore d'avoir quand même toutes les catégories des jeunes, U13, U14, U15, U16, de l'équipe nationale jusqu'à ce qu'il t'arrive quand même en équipe nationale, U23 et senior. Donc, c'est à partir de là que moi, je suis parti aussi. Donc, quand je me suis recruté, j'avais environ 16 ans en équipe régionale, puis rentré à Port-au-Prince, de l'opération de métier. J'ai fait l'équipe nationale U20 directement. Je n'ai pas fait la U17, je fais U20, qui me donne droit de venir ici pour la première fois à Ottawa en jeu francophonie en 2001. OK. Ouais. Puis, j'avais quand même assez bien fait. Ben, il y avait l'équipe nationale qui allait participer à la Gold Cup avec un nouveau entraîneur. Ben, il jugeait bon de donner quand même une chance à une jeune. Ben, c'est comme ça, j'ai eu la chance de briller, de faire partir l'équipe nationale A dès l'âge de 19 à 20 ans. J'étais déjà membre de l'équipe nationale. Puis le reste s'en Voilà. est suivi. Ouais. Mais j'ai lu que tu es devenu gardien seulement à l'âge de 16 ans. Ouais, justement. Raconte-moi. En fait, j'ai débuté comme attaquant, mais c'est tout à coup, on a eu c'est tout à coup, moi, comme tu sais que quand on est jeune, le plus grand, ou du moins le plus wide, comme on dit, OK. Le plus costaud. c'est gardien. Voilà, le fait que j'étais toujours le plus grand en termes de hauteur par rapport à toute la gagne de mon âge. Donc, comme ça, l'entraîneur a dit, OK, ben, je vais t'essayer de gagner un jour. OK. Ben, comme ça, puis j'ai été assez bien fait. Ben, c'est ce qui me donne droit vraiment à être sélectionné dans l'équipe régionale. T'as-tu aimé ça tout de suite? Bon, j'avais Le gardien, c'est pas évident des fois, là. Ouais, j'avais toujours ça en tête, mais c'est que tu sais, quand tu joues avec des gens de ta catégorie, tu te sens un peu supérieur à d'eux pour être dans cette position-là. Donc, voilà pourquoi que j'avais jamais pris la peine d'aller dans mes catégories d'âge comme gardien. Mais une fois que j'ai monté d'une course, donc, parce que les autres, ils ont plus physique que toi et tout, ben, tu n'avais pas de choix. Ben, ils ont remarqué que j'étais quand même extrêmement bon en tant que gardien. C'est comme ça que je suis devenu quand même gardien. Mais aujourd'hui, je peux jouer sur le terrain comme gardien, ou n'importe quelle position. Puis, tu as commencé ta carrière professionnelle senior en Haïti, mais ensuite, tu t'es retrouvé avec le Miami FC dans la USL, la même ligue que l'Impact à l'époque. Parle-moi de ça. On sait que ceux qui se souviennent, Romario a joué pour le même club, mais vous êtes raté d'une année, je pense. Romario était là l'année d'avant, toi. Pardon. Effectivement, l'année où je suis arrivé à Miami, en 2007, Romario était là en 2006. Donc, il a quand même super bien fait avec Miami. Ils ont participé dans le comment on l'appelle encore? US Open Cup. Ouais, et tout. Bon, moi aussi, je l'ai fait, mais ils ont fait les playoffs par la suite, disons, la même année. Et il a terminé quand même beater dans la USL sa première année en 2006. Par la suite, il s'est retourné au Brésil, je pense. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer en 2007 lors de notre premier match. Bon, à cette époque-là même, je venais de rentrer dans la ligue. J'avais pas encore les papiers internationaux, disons, le papier international qu'on demande du transfert pour pouvoir. J'étais quand même membre de l'équipe, mais je n'étais pas encore éligible pour jouer. C'est le moment que j'ai le côtoyé vraiment, qui parlait pas vraiment beaucoup d'anglais, mais c'est plus, c'était pas évident vraiment de le côtoyer, mais c'est le moment où j'ai eu la chance de le côtoyer quand lui, il vient au vestiaire. C'est quand même quelqu'un qui fait de l'exception en termes du comportement, pour son professionnalisme. C'est ce qu'il apporte auprès des joueurs, selon les ondits des autres coéquipiers, comme Stéphane Guillaume qui a joué avec lui cette année-là, c'est un Haïtien.
Et c'était à ce moment-là, j'ai eu la chance de le côtoyer. Mais par de ça, l'un des membres importants qui nous restait dans l'équipe à l'époque, c'était Zinho. C'était la même promotion de Romario. Et lui aussi, c'était quand même quelqu'un qui portait beaucoup en termes d'esprit sportif, aussi son professionnalisme, comme un ex-pro également. C'était quand même une expérience très enrichissante en termes d'apprentissage, parce qu'à l'époque, j'étais quand même assez jeune, j'avais environ 23-24 ans à l'époque, donc c'était quand même, moi je le considère vraiment une année quand même très enrichissante sur le plan d'apprentissage. Tu as passé 1 an à Miami ou 2 ans? 1 an? Quasiment, j'ai passé 1 an. La deuxième saison, j'ai commencé, puis par la suite, le fait qu'on avait un petit problème de définition, donc ils ont décidé vraiment de me lister pour aller jouer une autre équipe. C'est ce qui n'a pas été fait avant d'embaucher quand même une autre. Puis tu es retourné jouer à Haïti après, mais pourquoi, la question que je me pose, c'est pourquoi tu étais établi en Amérique du Nord, il y a des dépisteurs, il y a des gens qui t'ont vu en Amérique du Nord. Pourquoi tu n'as pas continué ta carrière en Amérique du Nord? Pourquoi tu es retourné en Haïti? En fait, j'avais pas vraiment retourné en Haïti pour jouer pendant longtemps. Je me suis établi pendant quelques mois, mais j'avais un petit doute pour mon avenir dans le jeu. Alors, je me suis dit, je vais me mettre quelque part dans le but de trouver quand même une équipe. Donc, entre-temps, pour mieux repartir. Justement. J'avais quand même des agents qui travaillaient pour moi à l'époque. J'ai signé des contrats, mais malheureusement, pour une raison ou une autre, c'est ce qu'ils nous offrent vraiment, c'était du PDL. Et d'autres ligues aux États-Unis, disons, la PDL qui était quand même, je me suis dit, si je sois quand même de ce niveau-là, puis j'aurais pu le considérer et ensuite continuer ma carrière jusqu'à ce que je me fasse dépister par peut-être d'autres entraîneurs ou quoi que ce soit, mais j'avais décliné les offres qui m'ont été faites. Alors, j'ai décidé vraiment de retourner en Haïti. Puis, avec ça, t'as abouti au Québec. Ouais, voilà. Donc, c'est ça, on disait, c'est ta deuxième saison avec Lakeshore, mais tu joues dans la Ligue de la PLSQ depuis le début de la Ligue en 2012. Effectivement, j'ai commencé comment parce que tu es arrivé au Québec dans un âge à la fin vingtaine. Ouais. Est-ce que tu es venu ici pour le foot ou pour d'autres raisons? En fait, mon arrivée au Québec, il y avait quand même pas mal de sourcils. Trouver quand même une autre équipe plus ou moins où évoluer, notamment faire un essai avec l'Impact des Montréal à l'époque. Mais je ne savais pas vraiment si le même statut que j'avais à Miami comme international player, si ça aurait eu le même impact. Donc, c'est comme ça. Je suis resté quand même quelques mois. Par la suite, je me suis dit, est-ce que continuer vraiment, parce qu'à 27, 28 ans, il y a quand même pas mal de choses à penser. Est-ce que je continue quand même une carrière professionnelle là où il n'y a pas stabilité. Vraiment, parce que dans la vie, il y a quand même deux possibilités. Si tu n'es pas bien éduqué, il faut quand même avoir le côté financier pour pouvoir quand même t'en sortir après une carrière sur le plan professionnel. Donc, je me suis dit, est-ce que je continue quand même une carrière dans le soccer, là, qui n'est pas vraiment, il n'y a pas une assurance totale, ou je mettrai à ma carrière des hauts niveaux et cherche quelque chose d'autre à faire. C'est comme ça. Ça, tu aurais pu aller ailleurs en Amérique du Nord, mais peut-être un an ici, 2 ans là, un troisième club après. Puis... Ouais, justement. Et c'est comme ça, moi, j'ai décidé, j'ai dit, je vais de préférence faire l'autre chemin afin que je puisse préparer mon avenir quand même d'une manière. Donc, étant donné que le Québec, sur le plan du langage ou de la culture linguistique, il n'y a pas vraiment une forte différence. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de revenir à l'école. Et voilà. La PLSQ offrait un niveau de jeu qui te plaît. Ensuite, c'est au même moment aussi que la PLSQ est fondée en 2012. Donc, je me suis dit, pourquoi courir derrière quand même quelque chose qui n'est pas garanti totalement pendant que je peux le trouver là où il est. Voilà, c'est pour ça, c'est comme ça, j'ai eu la chance avec la PLSQ, je continue encore à jouer à un bon niveau. Aujourd'hui encore, qui continue à prendre l'expansion. Entre-temps, j'enlève mon chapeau pour le membre de la fédération qui ont eu la peine vraiment de constituer ces ligues-là. Là. C'est ce qui permet vraiment aux jeunes d'avoir quand même un bon niveau, ceux qui ne peuvent pas vraiment être quand même mais pouvoir évoluer quand même dans un bon niveau. Comment le niveau de jeu, comment ça a évolué la Ligue du Tour? Tu es là depuis le début, c'est la 5e saison cette année. Ça a évolué comment, là, de tes yeux à toi?
ça, c'est... moi, je dirais que c'est quand même... je vais voir pas comment le définir ça. Tel qu'on a pu constater que de plus en plus, la Ligue, il y a pas quand même un autre niveau. Donc, quelque chose qui a commencé, c'est comme si tu as planté une plante aujourd'hui, mais quand même qui continue à grandir, qui ne s'arrête pas. Non seulement sur le plan structurel. Quand on a commencé en 2012, aujourd'hui, quand même, si tu regardes la structure de la Ligue, c'est quand même des choses complètement différentes. La qualité des joueurs qu'on aspire pour venir jouer dans la Ligue. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas réellement grand chose qui manque vraiment pour, sinon, un petit peu plus d'équipe, pour plus de matchs, de matchs, tout simplement. Pour aller ça, il n'y a absolument rien qui manque sur les thèmes organisationnels, la visibilité un petit peu plus. Aujourd'hui, c'est avec les nets qu'on peut le faire. Ça, c'est une bonne option aussi. Mais imagine-toi si on a quand même les droits de télévision et tout. Donc, c'est sûr que ce serait quand même huge comme ligue. Donc, je pense que c'est aujourd'hui, à comparer à 5 ans de ça, c'est quand même, quel que soit sur le niveau des joueurs, de jeu, la qualité des entraîneurs qui a dans la ligue. Donc, on a quand même quelque chose qui est en pleine exponentialité aujourd'hui, la PLSQ. Puis Lakeshore, comment être avec Lakeshore, comment tu compares ça comme expérience comparé à tes clubs précédents dans la PLSQ? Bon, je crois que Lakeshore, ça fait une exception en termes de les 2 premières années avec Selena, ça a super bien été. L'autre année, c'était un peu moindre. Ça reflète aussi les résultats. C'est pas parce qu'on n'avait pas de bons joueurs, mais on avait quand même de bons joueurs. Mais le fait que sur le plan organisationnel, on avait quand même des petites difficultés, notamment au niveau financier. Bon, l'administration en tant que telle, c'était pas assez bien organisé. C'est ce qui reflète aussi. Mais aujourd'hui avec Lakeshore, moi j'aime ça quand même un peu mieux encadré, avec un stade administratif entre-temps Kelly puis Anne, je pense, et Mike, je pense, ils sortent quand même, et les autres qui travaillent avec eux, ils font quand même un travail exceptionnel en termes d'organisation pour le Lakeshore. Donc, à date, il n'y a absolument rien à comprendre par rapport à leur organisation. Donc, c'est dans tout ce sens-là, moi, je dis que la Ligue, quelques années plus tard, là, on va avoir quand même une Ligue extraordinaire dans la région, voire au niveau canadien. Puis tu peux jouer jusqu'à quelle heure? Tu pourrais jouer jusqu'à 50 ans. Hein? Bon, un gardien, ça n'a pas besoin de courir. Hein? Oui, ça n'a pas besoin de courir, mais la condition. Il faut s'entraîner quand même. Oui, justement, la condition physique, il faut qu'elle soit là. Bon, ça, je peux pas vraiment te dire, Marc, honnêtement. Mais. Non, t'es encore jeune. Justement, ça, ce qui me fascine vraiment, c'est que c'est de plus en plus, je vieillis, mais je sais encore l'envie de jouer. OK. L'envie de jouer, la raison est simple, je viens de le dire, c'est en fonction de ton environnement. Ben, la différence, c'est comment tu te sens le lundi matin, je pense. C'est ça que je lis. Mais lundi matin, quand tu te lèves. Ouais, c'est pas aussi facile qu'il y a 10 ans. Non. Ben, c'est pas la même chose, mais heureusement, par rapport à mon rythme de vie, quel que soit côté alimentaire ou quoi, ben j'ai toujours été. C'est pas le fait que je joue pas vraiment. Je fais pas le training quoi que ce soit, mais je garde pas quand même la mentalité du ma professionnalisme. C'est que je sais quoi manger, quand manger et quand m'entraîner, quoi faire pour pouvoir me garder quand même en bonne forme physique et psychique. Donc c'est ce qui explique que pour te dire combien de temps il me reste vraiment dans le jeu, je peux vraiment pas te dire. Bon, une année à la fois. L'année prochaine. Tu n'as pas besoin de me faire de promesses. C'est correct. Une année à la fois. Ben justement, donc on va voir ça un peu plus tard et éventuellement, aussi que je sois prêt, je te le dirai. OK. Gabor Fenelon, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve bientôt quelque part au mois d'août pour la 4e émission d'Entre les matchs. Merci d'avoir été là.